Trump, on va parler de Trump à l'instant, puisqu'il a parlé donc de l'Iran avec les navires. Il était dans son bureau ovale sur les navires qui partent pour l'Iran. Écoutez Donald Trump. Actuellement, nous avons des navires qui se dirigent vers l'Iran en ce moment même. Des navires imposants, les plus grands et les meilleurs. Et nous sommes en pourparlers avec l'Iran. Nous verrons comment cela se passera. Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier, Vincent Herouet ? C'est une facilitation. Vous savez, donc il y a au large, vous avez les 10 navires américains qui s'entraînent durement même, sévèrement, d'une manière bien ostensible. Et puis vous avez le président iranien qui a proposé d'ouvrir la palabre, c'est-à-dire qu'on reprendrait une négociation avec les Américains. Le seul problème, c'est qu'en fait, ça fait pratiquement 25 ans que les Iraniens excellent à ça. Ils excellent à discuter, à tailler les problèmes en tout petit, les cheveux en 4, en 16, en 32, et puis finalement à vous faire avaler le tout. Ils gagnent du temps et ils n'ont jamais renoncé au droit d'enrichir de l'uranium et à poursuivre cet espoir cette course au nucléaire. Parce que quand vous regardez la carte, vous voyez bien que si l'Iran avait l'arme nucléaire, ça ne passerait pas comme ça. Ça se passerait comme avec la Corée, on les respecterait et on leur laisserait plus de marge de manœuvre. Si Saddam Hussein avait eu le nucléaire, il serait toujours en place. Si Kadhafi avait eu l'arme nucléaire, comme il a essayé de l'avoir, il serait toujours en place à Tripoli. Vous n'auriez pas d'ailleurs de Libyens dans les rues à Paris, ou plutôt, c'est à Savenay, c'est un Libyen. Où est-ce qu'il y avait un Libyen? Fermons la parenthèse. Actuellement, ce qui se passe, c'est qu'il se prépare à des pourparlers qui auront lieu normalement jeudi à Istanbul, avec M. Witkoff, qui est l'homme à tout faire du président Trump, et avec le ministre Araghchi, qui est le ministre des Affaires étrangères iranien, tout ça sous l'œil de tous les pays du coin, de l'Égypte, des Émirats et autres. Écoutez, cette séquence mort aux USA au Parlement, et oui. Vous l'avez peut-être vu, et d'ailleurs, c'est assez significatif, dans le Parlement iranien, les députés sont tous habillés de la même manière. Mais ils sont habillés là en gardien de la Révolution. Uniforme. D'accord. Oui, à la cubaine, d'une manière. Non, mais c'est le peuple en armes. Bon, ils ont tous les cheveux blancs quand même. Voyez, pas tous, mais voyez cette séquence où dans le Parlement iranien, ils crient tous « Mort aux USA ». Vous disiez, ça sent pas la spontanéité quand même. Vous disiez c'est pathétique, Vincent. Ça rappelle, vous savez, quand Saddam Hussein, en 2003, je me rappelle à Bagdad, il y avait dans tous les pâtés de maison des gens qui se réunissaient, qui enfilaient leurs vareuses militaires et qui descendaient dans la rue. Et vous avez des tas de petits vieillards un peu ventripotents qui essayaient comme ça de donner un air de virilité à la résistance populaire. C'était complètement bidon, ils se sont effondrés évidemment. Là, ce qui me frappe, moi, c'est que ces gens-là, je les ai connus au début de la révolution iranienne. C'était un des trucs qui était vraiment frappant quand vous alliez à Téhéran au début de la Révolution, au début de la République islamique, c'est que les gens étaient très jeunes. C'est-à-dire que vous aviez des directeurs de cabinet qui avaient 25 ans, vous aviez des ministres qui n'en avaient pas 30. Il y avait des gens très jeunes autour de l'ayatollah Khomeini. Et ce sont les mêmes. Qui répètent depuis donc plus de 40 ans, mort à l'Amérique, et qui incendient le drapeau et qui fout le pied. Bon, ce que dit Vincent est particulièrement important parce que 80% de la population iranienne a moins de 30 ans. Voilà. Donc évidemment, ça c'est quelque chose... Le Majlis, le Parlement, là, il représente que vraiment le cœur. Et c'est pour ça qu'ils sont habillés en gardiens. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a pris la parole ce matin pour parler des négociations. Je comprends qu'elles auront lieu à Istanbul. Nous sommes en relation étroite avec les pays médiateurs entre les États-Unis et l'Iran et nous les soutenons dans cet effort. Donc, si le moment venu, le régime change radicalement de posture et que se pose la question d'éventuelle levée d'embargo ou levée de sanctions, c'est par l'Europe que ça devra passer. Je comprends qu'elles auront lieu, dit-il. Je comprends, donc c'est vraiment le commentaire. Non, mais on est à août. Il a lu autour de la table. Il n'en sait pas plus que vous. Non, je pense que vous en savez peut-être sans doute. Non, je comprends. Il dit, je comprends qu'elles auront lieu à Istanbul. C'est vraiment... C'est le dernier... On se fait bien davantage, mais on est à août. On est
C'est un peu comme... oui, on est dehors. Non, mais le peuple iranien est en train... Joseph Massescaron. Au moment où nous parlons, le peuple iranien continue de crever. Les chiffres qui sont avancés sont vraiment, mais d'une importance... on parle même de 100 000 personnes. C'est un terroriste. Le terrorisme, c'est vraiment... Et on a une possibilité, l'Occident a une possibilité qui ne se reproduira pas, de couper la tête à l'idée du totalitarisme islamiste dans le monde. Oui. Et voilà, et vous avez un commentaire, pardonnez-moi, de M. Barrot qui est affligeant de médiocrité. Oui. Sauf que, effectivement, ce que vous relevez est tout à fait juste, c'est-à-dire que là, dans cette période précise de la valse d'hésitation dont on parlait, à l'usage de la force, la paix par la force dont parle Trump, c'est pas du tout la démocratie, la liberté pour les Iraniens qui est en jeu. Les Américains essaient, comme ils le font depuis très longtemps, d'obtenir le désarmement de l'Iran. Et c'est pas la fin de la République islamique. Bon, il nous reste 7 minutes. Je voulais qu'on parle de la commission audiovisuelle publique avec hier Léa Salamé qui a évoqué 2-3 choses, notamment le journal de 20h de France 2. Comment il est conçu? Écoutez Léa Salamé. Le 20h offre un récit de l'actualité et une vision globale de l'information. À l'heure où celle-ci est morcelée et déformée en vidéo TikTok et en court extrait sur les réseaux sociaux, le JT raconte le monde entier. On n'a pas d'angle mort, on ne laisse pas de côté ce qui nous dérange ou ce que l'on préfère ignorer. Le 20h est par essence un journal populaire. Il donne à tous les citoyens la même information sans vous enfermer dans une bulle d'algorithmes. Vous n'avez pas juste accès à l'info qui vous plaît d'avance, mais vous êtes confronté à toute la réalité. Le problème, c'est pas tant les sujets qu'ils ont traités, parce qu'effectivement, France 2, c'est pas le traitement de France Inter. J'en conviens. Le problème, c'est les sujets qui ne sont pas traités. Et lorsqu'une nonagénaire est violée par un OQTF dimanche, il y a 8 jours, il n'y a pas un mot dans le journal de 20h. Là, elle parle à qui? Elle parle au syndicat de France Télévisions parce que je rappelle quand même que sur certains de ses choix éditoriaux, elle a reçu des communiqués de la CGT qui disaient que c'est le journal le plus réactionnaire de France. Simplement parce qu'elle avait voulu parler, par exemple, des faits d'insécurité dont on parle là. C'est pour ça que son audience remonte, remarque. De la fiscalité également qui devient un poids pour les jeunes. Donc en fait, je pense que c'est à eux qu'elle devrait d'abord s'adresser. Non mais... Je pense qu'elle le fait d'ailleurs, mais... Oui, elle le fait. Mais voilà. Toute son intervention hier était faite pour le métier. Oui. Pour les journalistes. Bon. Y compris en interne, au sein de sa propre rédaction. Et en interne, c'est de la com interne. Il n'empêche qu'elle était plutôt telle qu'elle est elle-même, c'est-à-dire efficace, brillante, et il n'y a pas grand-chose à redire de sa prestation. Ouais. Elle s'est exprimée. Que dites-vous, Vincent Herouet? Et aussi, vous vouliez dire Non, rien. Elle voulait... Pas de témoignage au tribunal des confrères, non. Bon. Donc vous voyez, j'en dis du bien. Donc c'est bien de dire. Il y a toujours un contentement de soi dans cette corporation qui est manifeste et qui exaspère l'opinion, mais ils sont contents de ce qu'ils font, tant mieux pour eux. Vous êtes content de ce que vous faites, vous? Quand on est journaliste, en général, on n'est pas trop content de ce qu'on fait, non? En tout cas, on a le sentiment de témoigner du réel et de ne pas mettre la poussière sous le tapis. Voilà le sentiment que j'ai dans cette rédaction. On est confronté à ce réel. Le réel, c'est l'insécurité. Le réel, c'est souvent les difficultés françaises économiques, politiques, diplomatiques. Et vous en parlez très souvent. Donc on rapporte simplement les événements. On témoigne. Après, comme tout à chacun, on peut faire des erreurs, parfois être excessif. Tout à l'heure, vous m'avez dit que j'étais peut-être un peu excessif. C'est possible. Ça fait partie de la nature des uns et des autres, mais il faut en tout cas témoigner de la réalité. Donc revenons à la commission audiovisuelle avec ce qu'elle a dit sur cette double casquette, coproduction et présentatrice du 20h. Je suis coproductrice de Quelle Époque, comme l'était avant moi Laurent Ruquier et Thierry Ardisson, qui étaient coproducteurs de leur émission, parce que c'est une émission très importante, que chacun de ces animateurs construit, façonne et écrit. J'étais productrice de Quelle Époque avant d'être salariée de France Télévisions. Et qu'il n'y a pas, c'est très clair, aucune incompatibilité ni juridique, ni légale, ni éditoriale à faire les deux. Et je voulais aussi un droit moral sur cette émission. Si j'étais pas coproductrice, pour vous dire les choses clairement, cette émission pourrait, sans mon accord, être animée par quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Ou alors, elle pourrait être achetée par une société étrangère sans que je donne mon accord. Par exemple, une société russe qui voudrait racheter le format de Quelle Époque. Si j'ai pas droit de regard, on me demande pas, on peut la vendre, même si ça me plaît pas. Et ça, je ne le souhaitais pas.
J'aime beaucoup Léa, mais le format de quelle époque, il n'y a pas de format particulier. Oui, on met les mecs autour d'une table, on discute. Parce que si quelqu'un veut racheter le format de l'heure des pros, moi je vous dis qu'on va le vendre cher. Hein, parce que bon, c'est un format classique. Oui. Bon, et je pense pas que les Russes soient particuliers. Je pense que les Russes Il y a un petit côté pli de bureau parfois, quand même. Si. Bon, en revanche, ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle a dit sur son compagnon, et là, il n'y a pas d'ambiguïté. Oui. Je veux d'abord dire ici, et c'est important, qu'avant d'être la femme de quiconque, je suis une journaliste indépendante, honnête et une femme libre. J'ai pas attendu la commission d'enquête pour y répondre et pour adopter une ligne de conduite extrêmement claire. En 2019, quand mon compagnon a décidé d'être candidat aux élections européennes, je me suis retirée de l'antenne le jour même de sa candidature. 5 ans plus tard, en 2024, quand à nouveau il a été candidat aux élections européennes, même chose, je me suis retirée de l'antenne et cette ligne de conduite, elle vaut pour toutes les élections. S'il est candidat, je sors de l'antenne. Je l'ai dit, j'ai même préempté la question au moment où on m'a proposé le 20h, où Alexandre Carra m'a proposé le 20h, où Delphine Ernotte m'a proposé le 20h. J'ai dit, vous savez bien que s'il est candidat, je sors et je sors immédiatement. Bon, bah là, c'est une réponse parfaite. Il n'y a rien à dire. Ben oui, c'est une réponse parfaite, sans ambiguïté, et c'est très bien ce qu'elle dit. Sauf que c'est précisément au moment de l'élection présidentielle, pardonnez-moi, que France Télévisions aura besoin de Léa Salamé. Mais c'est pas grave. Comme présentatrice. Bah oui. Oui, ben il se trouve que c'est le moment le plus important. Moi, pour tout vous dire, je pense qu'elle pourrait continuer de présenter le 20h. Aujourd'hui, une femme a le droit de... Elle n'est pas obligée de penser comme son mari. Et souvent, elle ne pense pas d'ailleurs comme son mari. Et le procès qu'on lui fait n'est pas juste. Ce qui est ennuyeux, c'est ce qu'elle va dire après, c'est que si elle était mariée avec Jordan Bardella, évidemment, non seulement elle ne présenterait pas le 20h, mais elle ne serait même pas dans la rédaction. Et tout le monde le sait. Il y en a un des deux qui peut gagner l'élection, plus que l'autre. Bon, et écoutez ce qu'elle a dit sur effectivement la comparaison avec Jordan Bardella. J'espère que si la compagne de Jordan Bardella était journaliste, elle pourrait continuer à faire son travail sur une chaîne privée ou sur une chaîne publique. Je l'espère, jusqu'à ce que son compagnon soit candidat. Et si elle me demandait conseil, la compagne de Jordan Bardella, qui serait peut-être journaliste, eh bien je lui dirais, tant qu'il n'est pas candidat, tant qu'on n'est pas en période de campagne, tu ne vas pas faire du tricot. Il faut que tu travailles. Et tu es indépendante, et fais-le. Quand il sera candidat, s'il est candidat, retire-toi pour protéger tes équipes et pour garder le lien de confiance avec les Français. Mais je ne suis pas compagne de Jordan Bardella. Je remarque juste que si un homme avait dit « tu vas pas faire du tricot », il y aurait un procès en sexisme peut-être qui serait fait. Mais je referme juste la parenthèse. Évidemment, si une journaliste était la compagne de Jordan Bardella, je le répète, elle ne serait même pas dans la rédaction de France Télévisions. D'ailleurs, Léa Salamé le sait, puisque elle répond... Non, mais si, elle répond « j'espère ». Mais elle est très habile. J'espère qu'elle a raison. Bah non, mais c'est surtout que c'est pas elle de prendre la décision, donc la question lui est posée, mais voilà. Mais tout le monde sait qu'évidemment, ce ne serait pas le cas. Bon, c'est tout. Il y a un journaliste, je rappelle, qui a été sorti du service public parce que peut-être que éventuellement il avait envisagé un livre. Bon. En tout cas, elle a été très habile et puis elle a fait... Oui, mais Paria, ça pèse pas sur elle. La question ne pèse pas sur elle.